Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode estival de Furiosa le podcast. Je suis Nicolas Gilly et je suis comme d'habitude avec mon camarade Johan Orzulik qui range tout juste son coffre à jouer. Salut Johan, comment tu vas? Salut Nicolas, ça va bien? Alors aujourd'hui on va s'attarder sur un film qui vient de sortir sur la plateforme Prime Video, un film qui a été privé de sortie cinéma. On va sans doute discuter du pourquoi, du comment. Il s'agit des Maîtres de l'Univers, le nouveau film de Travis Knight. Adaptation, non pas d'un dessin animé, mais adaptation d'une gamme de jouets des années 80, comme Transformers, G.I. Joe, Barbie. Bon, un film qui était assez attendu pourtant, un film qui a coûté assez cher, qui a été un échec assez énorme pour sa sortie aux États-Unis. Euh, Bon, on va reparler un peu du contexte de tout ça. Avant tout, bon, pour les gens qui connaissent pas, on va parler vite fait de Travis Knight pour le présenter un peu. Travis Knight, c'est l'exemple de réussite d'un véritable nepo baby, puisque Travis Knight, bon, bah, on le connaît comme, enfin, on le connaît ou pas d'ailleurs pour certains, mais c'est la, la personne à la tête du studio Laika, donc qui produit des films en stop motion, Coraline, Kubo, les Box Trolls, etc. Mais c'est avant tout ça, c'est le fils de Phil Knight, qui est un milliardaire et qui était cofondateur de Nike. Donc, si vous avez vu le film Air de Ben Affleck, c'est le personnage joué par Ben Affleck. Et donc son fils Travis Knight, ben, c'est un mec qui, avec le pognon de papa, il s'est cherché pendant des années. Donc il a fait du rap, il a fait plein de trucs. Et il s'est avéré que il s'est découvert un certain don pour l'animation, un vrai don pour le coup, parce qu'il est extrêmement doué. Et donc quand son papa a racheté le studio d'animation qui est devenu Laika, ben, il a pu mettre à profit son talent d'animateur, donc, avant d'ensuite devenir réalisateur. Et donc, il est également directeur du studio Laika. Tout ça pour en arriver donc au Maître de l'Univers, qui est un film, enfin une adaptation live des Maîtres de l'Univers. On en a déjà eu une dans la fin des années 80, dont on va parler vite fait, parce que toi, Yann, tu l'as pas vu, mais euh, les Maîtres de l'Univers, une nouvelle adaptation, c'est un truc qui est en chantier à Hollywood depuis Mathusalem, quoi, hein. Il y a plein de réalisateurs qui ont été annoncés dessus, dont John Woo à une époque. Et bon, bah ça finalement ça a été fait là il y a quelques années avec Amazon, MGM. Et donc le film là il est dispo depuis quelques jours là sur Prime Video, donc tout le monde peut le voir. Sur les réseaux sociaux, les gens ils gueulent parce que les gens sont pas allés le voir en salle aux États-Unis, donc il y aura peut-être pas de suite, etc., etc. Bref, on va se pencher sur ce film qui est assez attachant, je trouve, à défaut d'être complètement réussi. Mais bon, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Yann? Bah écoute, moi j'attendais rien du film en particulier, comme toi c'est plus le nom du cinéaste qui a fait que j'ai jeté un œil, et parce que les premiers échos américains en parlaient comme d'une bonne surprise similaire à Donjons et Dragons. C'est d'ailleurs le film qui revient souvent dans les comparatifs critiques. Donc, comme toi, par contre, de Travis Knight, j'avais adoré Kubo et l'armure magique. Et je trouve que ce qu'il a fait avec son studio Laika, en général, c'est exemplaire et vital. Pas seulement dans le domaine de l'animation, mais dans le domaine du cinéma contemporain en général. Donc, inutile de dire que j'attends davantage son gros morceau de fin d'année, en espérant que ce soit à la hauteur de sa note d'intention et des extraits qu'on a pu en voir. Et donc voilà, donc je suis allé le voir, je l'ai vu, pardon, je suis pas allé le voir, je l'ai vu plutôt, sans attente particulière, mais avec un mince espoir que ce soit effectivement un petit film d'aventure old school, comme pouvait l'être, un peu années 90, comme pouvait l'être Donjons et Dragons, que par contre moi j'avais beaucoup aimé. Et bon, je suis beaucoup plus mitigé que les divers retours que j'ai eus. Tout en reconnaissant qu'il y a quelques qualités, mais dans l'ensemble, je sais pas que j'ai passé un mauvais moment, mais c'est que bon, j'ai vu le film, je trouvais le film assez bancal et quand même assez schizophrène, on va dire ça comme ça, dans son traitement. Voilà, mais on y reviendra plus tard.
malgré quelques qualités dont j'évoquerai plus tard. Voilà. Bah, globalement, je suis plutôt raccord avec toi, même si je pense que j'ai un peu plus aimé. Alors, il va falloir, on va développer vite fait, et puis on va nuancer un peu tout ça, parce que, alors, c'est pas du tout une franche réussite, ça non, clairement. On est loin de ce qu'a proposé Travis Knight sur Kubo et l'armure magique, très loin. Pour moi, on est même un peu en dessous de ce qu'il avait fait sur Bumblebee, qui était assez sympa comme film. Par contre, alors si on met des rapports d'échelle, on est 1000 fois au-dessus de l'adaptation de 1987 avec Dolph Lundgren, qui était vraiment mais une purge, mais totale, quoi. Même, qui est même pas un film marrant si on le prend comme un nanar, quoi. C'est vraiment nul, 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 nul. Là, il y a quand même quelque chose qui est assez réussi à mes yeux, mais qui fonctionne parce que enfin, personnellement, moi je suis de début des années 80. La gamme de jouets, elle est sortie au début des années 80. Ça a duré quelques années avant que ça devienne un peu culte, mais bon. Et en fait, ces jouets-là, ils ont été vendus vraiment sur une période assez restreinte à la base, avec une série animée qui servait de publicité aux jouets, hein. On va pas se mentir, hein, c'est pas un truc, c'est pas un développement vraiment artistique, hein, cette série animée de Filmation. C'était pour pouvoir vendre les jouets dans des trucs que des gens connaissent peut-être pas, qui s'appelaient des magasins de jouets. Et voilà, moi personnellement, j'ai un peu baigné dedans quand j'étais tout petit, quoi, hein. Donc j'avais les figurines de Musclor, Skeletor, le tigre vert avec son armure et tout. Enfin, c'était super cool. Et puis quand j'étais gamin, ben, on jouait à ça, quoi. On se faisait nos histoires de bagarres entre ces personnages qui étaient des personnages d'heroic fantasy, mais vraiment adaptés pour les enfants, quoi. C'était quand j'ai regardé un peu quand en fait la création de ces figurines, à la base ils voulaient faire des figurines Conan, sauf qu'ils n'avaient pas réussi à avoir la licence de Conan, et Conan c'était vachement plus adulte, donc ils ont créé cette mythologie là, mythologie entre gros guillemets, parce que bon, enfin, ça tenait chaque fois sur deux lignes, et c'était vraiment toutes les histoires du dessin animé, c'était prétexte du coup à mettre en avant ces personnages pour vendre les jouets. Donc. Et en fait, je trouve que dans cette adaptation donc de 2026, eh ben, il prend parfaitement en compte ça. C'est à la fois une grosse qualité et une grosse limite. Alors limite dans le sens où je pense sincèrement que c'est un film qui aura vraiment beaucoup de mal à parler aux générations qui n'ont pas vécu ça, qui n'ont pas joué avec ces jouets-là. Même s'il fait quand même des efforts, hein, attention, pour essayer de s'adresser à un public plus large, il y a quand même un truc qui fait que bah, là, il vient titiller une certaine fibre nostalgique. Alors c'est un truc qui peut être très agaçant des fois. Après, je pense que quand on est vraiment concerné par le truc, bah, ça joue forcément en sa faveur, quoi. Que ce soit des clins d'œil, que ce soit le principe même de ça, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait Travis Knight, c'est qu'il joue du fait qu'il y a un univers comme ça qui s'appelle Eternia, avec tous des personnages qui sont parfois mais complètement absurdes dans leur, dans leur look, dans leur caractérisation, etc. Et c'est typiquement, Travis Knight, pour moi, c'est le mec qui ouvre son coffre à jouets des maîtres de l'univers et il s'amuse comme un petit fou, quoi. Lui, là, franchement, hein, je trouve que le film, il dégage à la fois une sincérité et une espèce de joie comme ça, de jouer avec ces trucs-là, quoi. Et en cela, je le trouve hyper attachant, au-delà de ses défauts. Mais après, ouais, voilà, ça a la limite que ces personnages, la plupart, plein de gens, ils vont pas parler, quoi. Euh, il- il- je trouve que parfois, le film, pour moi, c'est vraiment son gros problème, c'est qu'il se met dans un coin quelque part, et il va parler aux gens qui connaissent. Euh, ça se, on en parlait avant, mais par exemple, il fait une référence au film de 87, donc avec un caméo de Dolph Lundgren.
Alors déjà, si quelqu'un, pour les gens qui n'ont pas vu le film de 87, bon, ça va parler moyennement, même si bon, c'est un film qui est, malgré sa nullité, un peu culte, quoi, même si c'est vraiment, c'est pas mérité. Mais voilà, il fait, ce que je te disais, c'est que bah, quand le personnage de Flungren il se barre, il fait un signe au nouveau Musclor. C'est un signe qui, dans le film de 87, c'est comme ça qu'ils se disent au revoir, quoi. Donc c'est vraiment des trucs hyper niche. Euh, bon, c'est une limite et ça, pour moi, c'est ce qui explique grandement l'échec du film en fait au box-office. C'est-à-dire que c'est un film qui a du mal à élargir sa cible. Donc il s'adresse que aux quoi, quarantenaires, cinquantenaires, quoi, un peu. Même si, voilà, il fait beaucoup d'efforts. Par exemple, il y a une séquence où il va faire une référence à un mème qui avait eu, quoi, il y a peut-être une quinzaine d'années, qui reprenait Iman avec la chanson WhatsApp des Four Non Blondes. Bon, voilà, c'est histoire de se dire, on va parler à une autre génération quand même qui connaît Iman, donc et Musclor que comme ça, quoi. Mais bon, c'est quand même assez laborieux là-dessus. Ceci dit, je trouve que le film il est quand même suffisamment sympathique et suffisamment second degré sans être cynique ou moqueur pour quand même, voilà, il pourrait quand même, si les gens faisaient l'effort de le voir, il pourrait s'adresser à d'autres générations. Euh, Dans le sens où, voilà, il y a par exemple ce que je trouve pas mal aussi, c'est vraiment une vraie déconstruction du personnage de Musclor, donc, qui a, dans les années 80, Musclor, c'était voilà, le jouet pour les petits garçons en plus, où tout le monde se rêvait avec des gros muscles, à casser la gueule des méchants. Et là, il en fait quelque chose de super rigolo, je trouve, en faisant un mec qui sait pas vraiment se battre et qui préfère discuter, qui réfléchit un peu à la notion de masculinité, des muscles et tout. Je trouve ça assez marrant. Bah, bah écoute, c'est intéressant parce que là, tu l'exprimes en tant que personne qui justement a baigné dans cet univers étant môme, ce qui moi n'est pas le cas puisque moi je suis de la génération d'après. Et pour me dire, moi, les jouets de mon enfance, parce qu'on va rester sur cet aspect-là, moi c'était plus les Tortues Ninja et toute la vague de Tokusatsu qui a débarqué, qui était présent au Club Dorothée. Donc tout ce qui est Jetman, Lifeman, Winspector, etc. Donc si tu veux, donc moi j'ai pas du tout le rapport au maître de l'univers. C'est un univers qui ne m'a déjà je l'ai pas. Enfin, j'ai vu des jouets étant môme, mais ça m'a jamais. C'était déjà la fin de la mode, hein. Donc Mhm. début des années 90, donc ça intéressait plus personne. Et c'est un univers qui ne m'a jamais attiré en fait. Voilà. Même, tu vois, rétrospectivement et tout, c'est vraiment même le visuel et tout, ça ne m'a jamais attiré. Donc en fait, j'ai regardé ce film comme j'irais voir un film d'avant, en étant quasiment vierge de l'univers, à part bah, tous les mèmes, etc. Puis le film de 87, enfin l'aura du film de 87. Donc je suis allé voir, donc j'ai regardé le film en tant que spectateur novice qui va voir simplement un film d'aventure fantastique, etc. Alors, il y a des qualités, et c'est vrai que je te rejoins sur ça. Moi, j'étais d'abord très étonné de la facture visuelle du film, Mhm. que ce soit au niveau de la production design qui est assurée par Guy Andrix-Dias, et notamment au niveau de la photo qui est assurée par Fabian Wagner, donc qui était un ancien de Game of Thrones qui a fait pourtant un travail assez dégueulasse sur le Justice League de Snyder. Mais pour le coup, j'ai été vraiment agréablement surpris par la facture visuelle du film. C'est-à-dire, c'est un film qui est plutôt très agréable à regarder, qui est soigné au niveau de sa direction artistique, des effets spéciaux, des maquillages, etc. Tu sens qu'il y a un vrai plaisir à soigner l'univers, à faire en sorte que voilà, ce soit crédible et en même temps respectueux du matériau que c'est censé adapter. Donc, ce qui fait que le film est assez riche visuellement,
Pour le coup, les 170-200 millions de dollars, tu les vois vraiment à l'écran. Il y a un vrai travail au niveau du soin apporté au niveau des cadres et tout. Donc, ce qui fait que le film ne se moque pas de son public. Ça, par contre, pour le coup, c'est vraiment une qualité que je lui reconnais volontiers. C'est que vraiment, il met les mains dans le cambouis, Travis Knight, pour reconstituer l'univers à l'écran. Ça, par contre, vraiment dessus, j'ai été très agréablement surpris. Et ça faisait plaisir de voir un blockbuster avec des couleurs, mais américain, j'entends, et surtout que ce soit soigné visuellement, que ce soit agréable à l'œil, tu vois ce que je veux dire. Oui, Je oui. pense notamment à toute la partie dans la forêt, etc. Quand bien même ça vient d'un univers qui évoque les magasins de jouets, etc., je trouve quand même que le film est agréable sur ce point de vue-là. Donc ça, voilà, donc c'est vrai que c'est un film qui est au-dessus, clairement, de ce que fait Hollywood de ces derniers temps. Voilà, clairement, c'est le haut du panier. Bon, malheureusement, ça veut pas dire grand-chose au final, dans le sens où, voilà, j'aime beaucoup l'intro, le premier acte. Certes, très Superman, Man of Steel, enfin plutôt Superman, c'est-à-dire dans le sens où voilà, on voit le monde, etc. Puis lui qui devient une espèce de Musclor qui devient une espèce d'exclu et tout, qui est obligé de fuir un monde qui va être repris par un pouvoir dictatorial et tout. Ça j'ai bien aimé parce qu'en plus il y a effectivement, comme tu le dis, une espèce de travail de déconstruction mais intelligente du Oui. personnage de Musclor, du moins dans son premier acte. C'est vrai qu'effectivement c'est un personnage qui se veut beaucoup plus sensible que ce qu'on veut lui enseigner sur la planète Eternia. Donc ça j'ai trouvé ça très honorable. J'aime bien tout le premier acte, vraiment. Après, moi j'ai un gros problème quand ça redémarre sur Eternia, parce que pour une raison en fait toute simple, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le film ne sait plus sur quel pied danser, pas tant au niveau de sa ligne narrative, qui est assez claire pour le coup. Pour le coup, c'est-à-dire qu'il va à un point B, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de blockbusters américains où tu sais jamais où tu te vas, où ils vont se diriger, dans le sens où Mhm. tu as l'impression qu'ils passent par des nombreuses circonvolutions narratives et qu'ils savent pas raconter une histoire à part simple. Là, le film fait la profession de foi inverse, qui te racontait une histoire simple d'un point A à un point B. Donc ça, c'est plutôt un bon point, un gros bon point à l'heure actuelle. Le problème qu'il y a, c'est quand je dis je ne sais pas trop sur quel pied il veut danser, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'un script qui, dans ses tonalités, ses ruptures de ton, est écrit un peu comme un gardien de la galaxie, mais que Travis Knight, tant bien que mal, euh, d'essayer de retrouver une certaine candeur, même quand il essaie de convoquer cet humour un peu, voilà, etc. Donc, ce qui fait qu'en gros, j'ai un espèce de sentiment à l'écran qui est très bizarre, où tu as un cinéaste qui essaie vraiment de traiter avec candeur un univers et un script, quand bien même il l'a fait réécrire par Chris Butler, qui est son collègue d'écriture sur les productions Laika. Mais en gros, bon, le gros du script est quand même signé par Dave Callaham, qui est un scénariste qui est présent sur quasiment, sur énormément de blockbusters et tout. Enfin voilà, c'est un mec, tu l'as aussi bien sur Shang-Chi que sur Expandables. Enfin bon, il est un peu partout, ce type sur Un couteau la suisse, série, quoi. même Jean. Ouais, ou même sur la série Jean-Claude Van Johnson, etc. Ou même sur les Spider-Verse, le dernier Spider-Verse du duo Lord et Miller que j'ai pas vu. Mais bon, enfin voilà, c'est un espèce de couteau suisse qui est présent partout. Mais par contre, c'est-à-dire que je sens que même si le script a été réécrit mais à mon avis, c'était plus pour le tenir sur son intrigue qui va d'un point A à un point B. Moi, le problème qu'il y a, c'est que j'ai clairement des gags qui pourraient sortir d'un Marvel, mais qui sont traités de manière que le mec essaie tant bien que mal de me faire adhérer de manière très très candide, très premier degré et tout. Ce qui fait que je sais pas trop sur quel pied danser quand je regarde le truc. Je suis assez en dehors parce que je sens qu'il a essayé de bien faire, mais qu'il n'arrive pas à s'extraire totalement du mercantilisme et de l'infantilisme de son matériau d'origine. Et l'autre chose, c'est que le traitement de Musclor, j'ai beaucoup de mal. Euh, Pas par rapport à la note d'intention, parce qu'en gros, c'est l'histoire d'un anti-héros. Sur le papier, ça a tout pour être un anti-héros quelque part. C'est-à-dire que c'est un mec qui, justement, est empathique. Ce qui est intéressant d'ailleurs Ouais. par rapport à l'image d'Épinal et tout, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui essaie vraiment d'être dans une espèce d'empathie par rapport justement à l'image que le pouvoir essaie de lui inculquer, le pouvoir paternel notamment, ou même le personnage de Duncan, le maître arme, donc qui est joué par Idris Elba. Et je trouve ça intéressant.
C'est-à-dire une espèce d'héroïsme, mais qui passe avant tout par l'intelligence, l'empathie, etc. Ce qui n'est pas inintéressant. Puis bon, on va pas se mentir, Musclor, c'est une coquille vide sur le papier. Enfin, Ah c'est oui, un oui. jouet à la base. Donc tu peux te permettre d'aller là-dedans, en fait. Tu peux te permettre de jouer clairement avec un personnage comme ça, une coquille vide comme ça, d'aller sur ce terrain-là. Le problème qu'il y a, c'est qu'arrive la dernière partie du film. Et là, en fait, ça arrive dès la seconde interruption avec Musclor quand il te dit qu'il faut quand même défendre ta famille, etc., quand ils sont enfermés. Et après, Musclor essaie on va dire, comment dire, de raisonner le personnage de Skeletor est parti avec cette profession de foi qu'il a. Et en fait, le film contredit tout ce qui a été amorcé, du moins dans la première partie du récit. Ce qui fait qu'en fait, ça devient un film qui te dit, bah, au final, au bout d'un moment, faut quand même taper sur la gueule du méchant, quoi. Faut quand même être un truc. Et moi, j'ai énormément de problèmes avec ça, parce que j'ai l'impression, justement, ça rejoint tous les problèmes que j'ai avec le film, c'est sa schizophrénie, c'est-à-dire narratif et thématique. C'est-à-dire qu'il veut dire quelque chose, et en même temps, il dit son contraire régulièrement, en fait, et qui culmine lors de ce final, en fait. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je trouve qu'en fait le film a une rythmique laborieuse par rapport justement au déroulement de son récit. Pas par rapport à sa ligne narrative qui encore une fois est très claire, mais par rapport à la manière dont il la filme tout simplement. C'est-à-dire que tu as beau avoir des cadres soignés, vu que tu as des enjeux de personnages qui sont assez schizophrènes, quand bien même leur ligne narrative est claire, bah, au final, je regarde le film avec un désintérêt de plus en plus poli au fur et à mesure qu'il avance. Voilà. Je te rejoins là-dessus, hein, sur la schizophrénie du film. C'est clairement un film qui a un peu le cul entre deux chaises, pour être un peu grossier. Et ce qui fait que ben devant, on se retrouve un peu dans la même situation en fait. Il y a un côté qui est vraiment très enthousiasmant. Vraiment, il y a des... Je trouve qu'on passe de séquences qui sont... ah ouais, qui foutent vraiment la banane, quoi, hein, des trucs super bien. À d'autres moments qui sont quand même un peu relous et puis vachement plus attendus. Et c'est vrai que c'est un peu... c'est assez bizarre comme film. C'est assez bizarre. Euh, et je pense que derrière, il doit y avoir plusieurs trucs qui s'affrontent, quoi. Il doit y avoir le script original, donc qui a largement, je pense, été retravaillé, mais dont il reste forcément la structure. Il y a les ambitions de Travis Knight, clairement, je pense que tout ce qui réussit, ça vient de lui. Et t'as Oui, bon, aussi le clairement. studio derrière, parce que t'as quand même un gros studio, et c'est un film qui coûte cher, et donc c'est forcément un film qui est quelque part schizophrène. Parce qu'en plus, enfin, qui avait envie de voir un film des maîtres de l'univers? C'est ça aussi Bah, qu'il faut plus se dire, parce personne. que... En plus, c'est un film qui arrive trop tard, même. C'est-à-dire on est déjà fini dans le revival des années 80. Là, on est clairement plus dans un revival, ou du moins un zeitgeist, comme on dit, thématique, qui évoque plus la fin des années 90 et le début des années Mhm. 2000. Donc, C'est preuve vrai. en est tout le succès des films d'horreur, à l'heure actuelle, hein. Je veux dire, c'est ça, c'est le Mhm, genre mhm. carrément qui cartonne le plus. Et c'est vrai qu'effectivement, à part effectivement quelques quarantenaires et cinquantenaires, je pense que voilà, t'aurais sorti le même film en 2014-2015, il y a 10 ans, Ouais. ça aurait marché. Mais là, plus Bah personne oui. n'en a rien à faire, quoi. Quand il aurait Voilà, dû être fait, en fait. C'est c'est autour de ces ça. années-là où, en fait, le projet était vraiment revenu un peu sur le devant de la scène. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il ne soit pas fait à cette époque-là. Après, c'est vrai que, ben, malgré tout ça, enfin, moi, je le trouve attachant. Je trouve que ses qualités, euh, je vais pas dire qu'elle l'emporte complètement sur ses défauts, parce que c'est pas vrai. Mais je trouve qu'elle génère quelque chose de vraiment très attachant. Tu parlais d'un blockbuster coloré, c'est vrai que c'est devenu tellement rare que quelque part ça fait du bien, et puis pour le coup c'est coloré, coloré, quoi. C'est-à-dire que c'est l'arc-en-ciel, quoi. C'est super sympa en fait à ce niveau-là. Et puis surtout qu'il y a, enfin, au niveau de tout ce qui est direction artistique, c'est extrêmement réussi. Franchement, enfin, tous les décors sont très beaux. Bon, les costumes et le design des personnages, on va dire que ça dépend. Il y a des trucs réussis, d'autres un peu moins. Euh, Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec Skeletor. Voilà, même si, bon, bah, pour mettre les pieds dans le plat, c'est quand même malheureux d'avoir filé ce rôle-là à Jared Leto, qui est quand même, en plus d'être dans la vie, visiblement une ordure finie.
bah, c'est quand même un très mauvais acteur, quoi. Donc, je comprends pas le choix de donner ce rôle-là à Jared Leto, même si paradoxalement, il s'en sort quand même plutôt pas mal et c'est probablement son meilleur rôle du fait qu'il apparaisse pas à l'écran. Comme son précédent meilleur rôle, c'était dans Fight Club où il se faisait défoncer la tête, quoi. Mais après, voilà, je trouve que le personnage, il vaut pas pour Jared Leto, hein, qu'on soit bien d'accord. Même s'il cabotine à mort et il fait un truc vraiment, pour le coup, c'est très comic book, outrancier à fond ce qu'il fait. C'est rôle Julia dans Street Fighter, hein, faut le dire clairement, on est de Complètement. ce niveau-là, Ah hein. non, mais complètement. Euh, Sauf que ce qui est cool, c'est que lui, on le voit pas. On voit pas son corps, on voit pas son visage. Et tant mieux. En fait, on a que sa voix qui est déformée en plus. Donc en fait, ça serait n'importe qui d'autre, on s'en rendrait pas compte. Donc c'est pour ça que je comprends pas le choix de le prendre lui. Mais pour en revenir du coup au personnage de Skeletor en lui-même, je trouve qu'il est super réussi, quoi. Parce que au niveau design, c'est exactement le Skeletor qu'on peut avoir en tête, hein, des jouets. Un peu moins musclé peut-être, mais ça correspond vachement à ça. Je trouve que bon, il a pas de visage, hein, c'est un crâne. Je trouve que ce qui est fait sur l'animation du crâne, c'est super réussi. C'est vraiment, hein, voilà, je pense que le fait que Travis Knight, bon, son truc, ça soit l'animation, ça se sent là-dessus, quoi. Ça se sent sur plein de trucs, dont ça, dont l'animation de Skeletor, qui est vraiment géniale. Franchement, putain, quand j'ai vu le film des années 80, où c'était affreux, quoi. C'était une espèce de masque dégueulasse. C'était nul, quoi. Et là, bah là, ouais, c'est Skeletor, quoi. C'est super bien. En plus, bah, je trouve que ce qui est vraiment très bien, et c'est un bon exemple sur le personnage de Skeletor, c'est qu'en fait, on sent que les gens qui ont fait ce film, ils aiment le matériau de base, tout en reconnaissant qu'il peut être très ridicule. Et ils jouent de ça euh, en s'en moquant, mais en s'en moquant avec affection, en fait. C'est là où c'est, pour moi, même si ça reprend une formule qu'on a pu voir en effet dans Les Gardiens de la Galaxie, hein, clairement. Moi, je trouve que dans Les Gardiens de la Galaxie, un truc qui fonctionne pas, c'est que je trouve qu'il y a un côté cynique chez James Gunn que j'aime pas du tout. Là, on l'a pas du tout, ça. C'est-à-dire que ça se sent que tout ce qui est humour, c'est fait avec une certaine affection. Une des premières apparitions de Skeletor, il est là, il parle de son plan diabolique, et puis il fait son rire qui dure pendant 3 plombes, et, et il fait une vanne là-dessus, quoi. Et je trouve que ça marche vachement bien. Globalement, je trouve que l'humour du film est très bon. Pas tous les gags, mais il y en a certains qui fonctionnent vraiment très bien, quoi. Notamment des gags de situation, hein, des trucs. Après, c'est basique, attention, hein. Le film, il révolutionne rien là-dessus, hein. Mais je trouve qu'il fonctionne et il s'ancre vachement bien dans cet univers et dans bah, le fait que ouais, tout le monde est conscient que bah, Musclor et tout cet univers, il y a un côté ridicule, quoi. Il y a toujours eu un côté ridicule. Et il s'en moque gentiment, et je trouve que ça marche vraiment pas mal. Après, il y a des... Et là, pareil, le film en lui-même, il est quelque part schizophrène aussi, même à l'écran, dans ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'il est entre l'aventure vraiment d'Heroic Fantasy à fond les ballons, quoi, avec ils essayent de créer une mythologie derrière, avec un royaume en danger, avec des monstres, tout ça. Et à côté, tu as cet aspect vraiment comédie rigolarde. Et c'est vrai que c'est pas toujours heureux en fait le mariage des deux. Des fois ça marche bien, des fois c'est un peu beaucoup plus laborieux, quoi. Mais dans le côté heroic fantasy épique, parce qu'il a des côtés vraiment épiques, je trouve que sur cet aspect-là, il est vachement mieux réussi que Donjons et Dragons par exemple. Et je pense que c'est dû à un truc, bah, c'est tout con, hein. Pour moi, le film, il a son plus gros atout, vraiment son plus gros atout, au-delà de certains acteurs et tout, notamment celui qui joue Musclor, que je trouve très bon, c'est sa musique. Parce que, On va y revenir. ouais, moi, Ouais, perso, c'est une des grosses qualités. Ça, je suis ah ouais, d'accord. je trouve que là, Daniel Pemberton, comme souvent, il a signé un petit chef-d'œuvre de bande originale. Franchement, je trouve que dans le film, ça s'accorde à merveille. Et c'est une bande originale qu'on peut très bien écouter en dehors sans l'avoir vue. Et
les plus beaux morceaux sont ceux qu'il a composés avec Brian May de Queen. Franchement, je trouve que le morceau Eternia qui ouvre le film et qui est repris après à plusieurs reprises, je trouve que c'est une merveille. Mais une merveille par ce qu'il évoque en fait dans une vision épique d'un récit d'Heroic Fantasy. Et en même temps, avec des sonorités de guitare, de synthé qui font très années 80, mais qui font bien années 80. Ça fait pas pastiche des années 80. Il y a un truc, je trouve que cette musique, elle emporte vraiment, quoi. Et sans ça, je pense que j'aurais moins aimé le film. Même si je l'adore pas, je pense que s'il n'y avait pas cette composition de Pemberton, le film, je serais beaucoup moins bon. Bah écoute, je te rejoins sur la musique. En plus, ce qui est assez marrant, c'est que moi, je savais que c'était lui qui composait la bande son. Mais en fait, pendant le visionnage, je me suis dit, putain, c'est bizarre. Putain, mais la musique, on dirait. Il y a un côté épique, mais en plus, j'étais très surpris parce que ça reprenait. Il y a un feeling dans les sonorités rock qui Hmm. rappelle énorme. Moi, je me suis dit, on dirait du Queen ou même du Iron Ouais, bah oui. Maiden, période Number of the Beast. Et j'étais très surpris, puis je vois le générique de fin, je me dis, putain, mais. Enfin, en plus, les morceaux de guitare sont soignés et tout. Et voilà, je vois le générique de fin, qu'effectivement, c'est là où j'ai appris que il n'y avait pas que Daniel Pemberton, il avait fait appel à Brian May, en fait, de Queen. Et je fais, ah, ceci explique cela. Et c'est vrai que la BO est. Enfin, je veux dire, elle est dans le thème, elle est dans le sujet, elle est intradigétiquement cohérente avec l'univers dépeint et même après coup, quoi. Je veux dire, c'est. Non, franchement, là, pour le coup, la BO est. Loin s'en faut, c'est clairement une des meilleures BO que j'ai pu entendre, enfin, c'est au moins cette année et même de ces dernières années. C'est vrai qu'elle est même très surprenante et tout. C'est hallucinant, quoi. Vraiment à Ah oui, oui, écouter. oui. Voilà. Bon, en plus, on parlait de Queen, faut quand même Bah revenir oui. dessus. Bah oui. Revenons sur. Alors là, je savais plus du tout où me mettre. Parce que il faut quand même le dire, il y a un passage dans le film qui cite ou dans lequel tu as les persos. Alors bon, malheureusement, je trouve, c'est le problème, c'est que c'est le même truc que dans Guardian Galaxy quand ils se préparent à l'action. Sauf que là, ils vont te prendre Princess of the Universe de Queen. Donc je pense que merci Brian May d'avoir participé. Je pense que c'est ce qui a facilité l'obtention du droit parce que c'est quand même des morceaux qui coûtent bonbon en général. Euh, bon, là, d'un seul coup, je me suis dit, ok, vous citez. Enfin, parce que là, si on peut le dire, hein, le thème, t'auras beau me le mettre dans ce film-là, ça restera le thème d'Highlander, quoi, de Russell Mulcahy. Donc, bon, j'avoue que de l'entendre, ça m'a fait bizarre. D'un côté, j'avais mon côté un peu déviant de gosse qui regardait la série Highlander, qui était en mode, oh, allez, à la fin, il n'en restera plus qu'un, et d'un autre, j'étais en mode, qu'est-ce que ça fout là? D'autant qu'en plus, bon, au moment où on parle, il y a le reboot d'Highlander qui est, je crois, je sais plus s'il est fini d'être tourné ou, enfin, du moins, il est en tournage. Et par contre, c'est aussi une production MGM parce que Amazon MGM le reboot d'Highlander. Et donc bon, voilà, mais c'est vrai que c'est un passage qui m'a fait un peu bizarre. Je savais plus trop me situer parce que d'un côté, morceau, voilà. Et en plus, le problème qu'il y a, c'est que c'est un morceau qui te rappelle automatiquement l'univers d'Highlander et pas celui de Maître de l'univers. Enfin, je savais pas trop où me situer devant ce passage, quoi. Par contre, là où je suis un tout petit peu en désaccord, je préfère largement le Donjon et Dragon, mais parce que le Donjon et Dragon, c'est une comédie. C'est pour le coup, je trouvais qu'il était beaucoup plus réussi au niveau de l'humour, en fait, de son traitement humoristique, et je trouve que pour le coup, c'est un film qui dévie pas de ses anti-héros, en fait, de son groupe d'anti-héros, qui sont des braqueurs, en fait, tu vois, c'est une Ouais. logique de caper movie, mais appliquée dans un décorum d'heroic fantasy. Et je trouvais que de ce point de vue-là, le film se tenait mieux, en fait, et était beaucoup plus en fait généreux dans ses concepts scénographiques. Voilà, c'est là où je cherche les trucs. C'est là où je pense qu'il y a un truc qui me manque beaucoup dans les maîtres de l'univers aussi, au-delà de son côté schizophrène, y compris par rapport au traitement thématique de Musclor, ce qu'on a dit en intro de l'émission, c'est qu'en fait, dans le film Donjons et Dragons, c'est-à-dire que tu as plein d'idées scénographiques pour dynamiter l'action.
notamment dans le dernier acte avec les miroirs, etc., le labyrinthe et tout, que là, il n'y a pas du tout en fait. C'est-à-dire que le film, il a beau être soigné au niveau de son découpage des scènes d'action, ça reste d'un certain classicisme qui est certes agréable, mais du fait que tu as cette espèce de schizophrénie narrative, ce qui fait que je regarde ça, mais ouais, bon, tu vois ce que je veux dire? Je regarde ça, je suis pas transporté, etc. Ce n'était pas le cas sur le film Donjons et Dragons. Et alors pourtant, c'est un film beaucoup plus comique, le film Donjons et Dragons, mais je trouvais qu'il gérait Oui. mieux ça en fait. Enfin, ces ruptures de ton étaient mieux amenées en fait. Par contre, c'est effectivement, je trouve que celui-ci, c'est-à-dire le maître de l'univers et Donjons et Dragons sont intéressants parce que sur un point, c'est vrai qu'effectivement, dans les deux cas, tu ne peux pas t'empêcher de penser aux Gardiens de la Galaxie, parce que Mm. qu'on le veuille ou non, c'est des films qui s'inscrivent dans ce sillon-là. Et Oui. il y a clairement des formules dans les deux cas qui font repenser à ça, mais qui ont essayé de bien faire ce qui. En fait, voilà, si tu veux, pour moi, Donjons et Dragons, c'est Guerrier Galaxy, mais en bien. Et Mhm. ce qui fait qu'il a plus une tonalité qui se rapproche plus de ce que pouvait faire un Stephen Sommers dans les années fin des années 90 avec La Momie. Et là, c'est ce qu'essaie de faire Drake Snake, mais je trouve que je sais pas si c'est dû au fait qu'il arrive en dernier, qu'il y a eu des années de réécriture, de gestation de projet, ou si c'est Mattel qui fout le truc, mais je trouve que ça se ressent beaucoup plus, on va dire, sur ça. Et je trouve en fait c'est assez marrant, mais le film me fait un peu le même effet que le film Barbie de Greta Gerwig, c'est-à-dire où je trouve qu'il y a une production design, il y a un univers visuel qui est très soigné et tout, qui est même très agréable et tout, et où je trouve que le film démarre bien, et où en fait il est rattrapé, mais par des... Plus le film avance, plus en fait, plus il est rattrapé par des considérations qui vont à l'encontre de ce qui est amorcé en début de film thématiquement en fait. C'est-à-dire que comme tu disais, le coup de musclore d'empathie, puis qui finit par devenir ben voilà un guerrier qui tape tout et que tu dis bon bah au final faut quand même que tu tapes ton ennemi au lieu de discuter avec lui et tout. Donc moi ça me gêne un peu quoi, tu vois ce que je veux dire. Il y a un côté un peu, on retombe dans les travers un peu bellicistes de l'image de Musclor, tu vois, je veux dire, tel qu'il a été véhiculé. Et dans le Barbie, ça part sur une récit d'émancipation féminine, et pour au final se terminer par, oh bah finalement, on a trouvé le moyen de vendre plus de Barbie, on va créer différents types de Barbie un peu plus inclusifs, mais au final, la compagnie reste, tu vois. Et ça me Ouais. fait exactement le même effet dans les deux cas, en fait. C'est-à-dire que tu as des récits qui se veulent à contre-courant sur le papier des normes qu'ont imposées ces jouets dans l'imaginaire collectif, qu'on le veuille ou non. Parce que c'est vrai, comme tu l'as très bien dit, bon, bah, Musclor, c'était dans la période réganienne des années 80, donc avec toute la période du culturisme et tout. Et Barbie, bah, c'est la femme, c'est la femme modèle, entre guillemets. Bah, je ne vais pas faire de sociologie, mais bon, c'est la femme au foyer ou la bonne, enfin, la bonne cuisinière, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui la culture du patriarcat, mais c'est Ah bah clairement c'est ça, ça a été. la femme objet par excellence, quoi. Voilà, et donc Musclor c'était pareil dans le sens inverse. Pas. Et donc, en plus, c'est les deux plus grosses franchises de Mattel. Et tu te dis, c'est des films qui, dans les deux cas, démarrent sur des postulats qui essaient de pervertir, entre guillemets, enfin de retourner les codes, pour moi, hein, de ce que ça a véhiculé dans l'imagerie populaire. Mais au final, finalement, ils retombent dans un certain conformisme par rapport à cette Mhm. imagerie, en fait. Je trouve, en tout cas. Et moi, c'est un truc qui me gêne, en fait. Alors, est-ce que aussi, dans le cas de Musclor, c'est pas aussi dû au changement d'époque euh, Est-ce que c'est pas un film qui, au final, t'annonce l'époque dans laquelle on est? Ouais. Bon, voilà, bon, après, faut pas aller plus loin. Je veux dire, ça reste quand même un truc, un blockbuster, machin et tout, de franchise et tout. Mais je peux pas m'empêcher d'y voir ça. Après, par contre, c'est vrai qu'effectivement, ce qui est pas le cas, tu vois, encore une fois, dans Donjons et Dragons. Tu vois, moi, je trouve, en tout cas. Mais après, j'ai peut-être trop loin, quoi. Non, mais après, je pense que Donjons et Dragons, c'est pas la même chose, dans le sens où, bah, alors déjà, l'univers de Donjons et Dragons, ça parle pas à grand monde, hein. Faut vraiment avoir joué aux jeux de plateau et tout. Enfin, je sais que personnellement, j'ai jamais joué à ça, donc pour le coup, je suis assez extérieur, tu vois. Mais là, le truc, c'est que d'emblée, en fait, ce qu'il a et que Donjons et Dragons n'a pas par nature, c'est que les maîtres de l'univers, là, directement, il est dans une approche postmoderne d'un truc, d'un, d'un, C'est vrai. d'un culte. Dès l'introduction, de toute façon, hein, du moment où on te montre que ce type-là
Enfin, il est dans notre monde à nous, et puis il se souvient de ce qu'il y avait dans ses souvenirs d'enfant sur Eternia. Il y a vraiment il y a ce côté très décalé, en fait, hein, où, d'ailleurs, je trouve que c'est marrant ce qu'ils en font, en fait, parce que quand il est chez nous, personne ne le croit, que ça n'existe pas. Puis bon, c'est marrant le moment où... je trouve que c'est une bonne vanne pour le coup, le moment où en fait t'as plein de gens sur une espèce dans un espèce de parc là qui le voient partir avec son glaive et le vaisseau spatial avec un monstre qui les poursuit et il dit ah voilà, il se dit voilà, vous m'avez pas cru, alors que bah, les pauvres ils le connaissent même pas, tu vois. Il y a un truc qui est marrant là-dessus, et il est vraiment dans une posture postmoderne, donc et ce que n'était pas Donjons et Dragons du tout. Donjons et Dragons était vachement plus premier degré d'une certaine façon, même si c'est plus une comédie. Là, il est vraiment dans cette approche-là, qui est ce qui peut être une limite évidemment, quoi. Moi, j'ai pas vu Barbie, donc je peux pas trop comparer les deux, mais je crois sur parole que le film se perd sur la longueur. Et là, c'est vrai, hein, même si, bon, bah, dans la conclusion, ils essayent quand même de faire en sorte que Musclor, finalement, bon, il est un peu plus, il serait moins dans l'action et tout, mais en fait, dans les faits, ben, pour se débarrasser de Skeletor, il le défonce, quoi. Même s'il utilise le pouvoir de Skeletor contre lui, bon, bah, quelque part, c'est quand même ses muscles qui parlent pour lui, quoi, hein, plus que sa capacité à discuter et son empathie, quoi, hein. D'ailleurs, il y a une scène où on voit très bien la première fois qui veut affronter, donc le gars, je me rappelle plus le nom de la créature là, qui a le bas de la mâchoire en métal. Il veut aller Mm. le voir soi-disant utiliser son don pour le dialogue et tout. Bon bah ça marche pas, quoi, hein. Le seul truc qui va marcher, c'est quand il va soulever son glaive. D'ailleurs, elle est vachement réussie, je trouve, la scène où il se transforme en Musclor, donc très bien faite, et en plus c'est rigolo parce qu'il y a il me semble que Travis Knight, il a fait un truc en image par image au niveau de son emblème, en fait, sur son espèce de costume bizarre là. Je trouve que l'effet est très joli, et la scène est très réussie d'ailleurs. Mais voilà, c'est là, bah oui, ça reste quand même la force qui va parler plus que le dialogue. Donc bon, voilà, c'est ce que tu dis. Il y a ce côté schizophrène. Moi, je trouve que voilà, moi le film il m'a plutôt cueilli, et là où je le préfère à Donjons et Dragons, encore une fois, moi l'humour de Donjons et Dragons il m'a parlé sans me parler. Après, l'humour, c'est vraiment un truc, Oui, je pense qu'il n'y a pas plus subjectif. subjectif que ça, hein, donc voilà. Là, pour le coup, le film m'a plus fait rire, enfin rire, relativement non plus, hein, voilà, hein. C'est pas la buzz, quoi. Je rigole. C'est c'est pas, c'est pas la comédie hilarante de l'année non plus, mais ça m'a fait sourire en fait plus que Donjons et Dragons. Et je trouve qu'il y a certaines scènes d'humour pur et dur qui sont vraiment très bien, mais vraiment très réussies. Euh, je pense notamment je trouve la scène géniale, vraiment géniale, avant qu'il parte sur Eternia, au moment de la caractérisation du prince Adam, donc quand il est sur Terre et tout, l'entretien qu'il a avec sa RH. Oui, Ah putain, elle est trop drôle cette scène. Elle est géniale. Je trouve que en fait, elle illustre très bien la schizophrénie d'une responsable RH, en fait. En fait, c'est un boulot de saloperie pure et dure, en essayant d'y mettre les formes, machin. Je trouve ça super bien. Et un autre truc que je trouve vraiment très bien et très réussi, c'est pour le coup dans le dernier acte du film, en fait. C'est quand Skeletor il rentre dans l'esprit de Musclor, et que du coup il va lui faire revivre un peu des situations où lui s'était un peu rêvé que c'était super bien, et que non, il se fout de sa gueule, donc à la salle de sport, dans les bureaux et tout. Je trouve ça vraiment bien foutu. Et c'est dans ces moments-là, en fait, je trouve que, en effet, globalement, scénographiquement, le film est pas forcément, il en met pas forcément plein les yeux, mais je trouve qu'il y a quand même à des moments deux trois idées qui fonctionnent vraiment très bien, et où on voit qu'il y a un mec qui a quand même un certain regard sur l'action, mais pas l'action, pas la baston, quoi. L'action, comment filmer l'action, et mm,
tout à fait. rendre dynamique, apporter une certaine dynamique aux scènes, quoi. Cette scène-là, la scène où il se bat contre Skeletor, je trouve qu'il y a quelques idées qui sont vraiment sympas. Pareil, quand il affronte tous les monstres, là, il y a quand même des idées qui font que voilà, le film, il est un peu au-dessus quand même du tout venant des blockbusters hollywoodiens, quoi. Il y a quand même des idées, même si globalement, bon, c'est pas oufissime, quoi. Bah, je rajouterai juste pour terminer, c'est un petit mot sur le casting. Bon, on a parlé beaucoup de Jar Jar Leto, mais, mais en fait, oui, effectivement, le gars qui fait Musclor, je trouve pas mauvais. Ah, il est bon. Moi, je le trouve même très bon. Je connaissais pas ce Non, mec-là, je trouve moi qu'il non est bon. plus, mais je trouve qu'il est plutôt bon et tout. Euh, Bah, Camilla Mendes, celle qui fait sa, comment elle s'appelle, Tila. Oui, Pareil, je le trouve plutôt bien, non? Mais le oui, casting est oui, plutôt oui. bon. Après, par contre, je voudrais quand même qu'on revienne sur Idris Elba. Parce que j'aime beaucoup cet acteur, comme toi, je suppose. Mais Ah, alors, mais ses bon, choix de quel carrière. gâchis. Putain, ses choix de carrière. Mon Dieu. Mon Ouais, Dieu. Putain. ouais, Oh là ouais. là, je comprends pas Ouais. ses choix de carrière, mon Dieu. J'arrive pas. En fait, j'ai l'impression que en fait, c'est un mec, j'adore cet acteur, mais ça aurait été une giga star dans les années 60-70, Hum, parce qu'il avait hum, tout, tu hum. vois, un mec, un Richard Henry, tu vois, vraiment, il avait vraiment la classe, le charisme, la qualité de jeu avec tout et tout. Mais alors, putain, je comprends pas sa carrière, quoi. Je ne comprends pas, quoi. C'est un gâchis de talent, mais énorme, ce Ah, type-là. mais C'est... énorme. Il est Ouais, très bien, en ouais. plus, pourtant, je dis ça, il est très bien en Duncan, mais c'est quand même Oui, un oui. gâchis, tu te dis, mais c'est ça le pire, je pouvais pas m'empêcher de me dire, putain, mais c'est pas possible, quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est Coleman Domingo qui a la carrière qui va prendre la carrière que lui aurait espéré Hum. avoir dans les rôles de qualité avec les cinéastes et tout. Enfin, putain, c'est. Bah, ouais, mais un peu différent quand même, parce que Colman Domingo, il a pas la carrure d'Idris Elba. J'adore les Non, deux, ça hein. c'est clair. Il joue Mais pas du tout de la même manière. Idris Elba, il a une carrure massive, quoi. Il est grand, costaud, machin. Il a un côté très imposant, hein. Colman Domingo, il est plus dans la finesse quand même. Oui, Mais non, je suis d'accord. C'est tellement dommage, quoi. Putain, quand tu penses où quand il fait quelques bons choix dans sa carrière, il est tellement immense, que ce soit chez George Miller, chez Del Toro, il est tellement bien dans Pacific Rim, ça lui correspondait tellement. Ou quand on remonte, enfin, dans The Wire, hein, bah, dans The Wire, il était exceptionnel, quoi, en Tinkerbell, quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage. putain, c'est un gâchis, moi. Je trouve cet acteur. Enfin, c'est un gâchis, oui et non, parce que comme t'as dit, il joue de temps en temps quand même pour de très très grands cinéastes. Mais la plupart du temps, on va plus le retenir dans des grosses productions. Enfin, j'avoue, je comprends pas. Je Ouais. comprends pas sa carrière. Ses choix de carrière plutôt, je sais pas. Je sais pas. C'est dommage, c'est dommage. C'est vrai que là, dans l'absolu, il est pas mauvais, hein, dans ce, Non, il est même le bon, c'est maître, ça le pire. le maître d'armes qui est devenu alcoolique parce qu'il n'a pas réussi à protéger le roi et tout. Il y a quelque chose de beau en plus dans son personnage, mais c'est vrai que, bon, ouais, il mérite mieux que ça, quoi. En plus, c'est un personnage qui n'est pas si éloigné de celui qui jouait dans Ghost Rider 2, dans lequel il était Ah, alcoolique aussi. Voilà, c'est un c'est mec vrai, bourré et c'est tout. vrai. Bon, c'était pas le Ghost même Rider niveau. 2. On parle des maîtres de l'univers dans les Ghost Rider 2. Mais pareil, tu vois, je disais, mais t'as Kristen Oui, mais Wiig il y a un en lien, parce que Roboto. Ghost Rider 2, Christophe Lambert, Highlander. Il y a un lien. Tout est lié, Johan. Tout est lié. Voilà. Bon, ben on reterminera dessus, quoi. T'allais dire un Je truc sur pense. Kristen Wiig, pardon. Bah ouais, tu vois, c'est comme Kristen Wiig, qui est une actrice que j'adore et tout. Je la trouve très bien en Roboto, tu vois, dans Oui. le casting vocal. Mais pareil, tu vois, c'est une actrice qui mérite tellement mieux, quoi. Enfin, je veux dire, qui aurait dû avoir des rôles incroyables, même dans le drame, hein, je parle vraiment. Je pense que Mm, mm, mm. c'est vraiment une actrice que j'adore. Mais pareil, tu vois, c'est obligé de cachetonner dans des trucs comme ça, même s'ils cachetonnent super bien, hein, tous, hein, tu vois, et je Oui, les trouve oui, bien vraiment bien, sûr. tu vois. Non, mais il y a une vraie. Comment dire je- il y a une certaine. Tu vois que tout le monde a pris du plaisir quand même à se faire ce film. Ça se sent. Oui, c'est ça, Et mais je peux pas leur c'est ce enlever qui ça. le rend.
c'est ce qui le rend sympathique quelque part, hein, c'est que ben ouais, tu sens que vraiment tout le monde s'amuse. Donc bon, des fois t'as l'impression de pas forcément être invité à la fête, tu vois. Mais globalement, il s'éclate et c'est bien de voir un truc comme ça, quoi. Pour Oui, moi, c'est ça vrai, non, mais je fonctionne suis tout à vraiment fait pas d'accord. mal. Après, juste avant de terminer, parce que je pense qu'on a fait le tour. Pour moi, il y a un gâchis énorme dans ce film-là et que je comprends pas ce qu'ils ont fait de là. C'est le tigre de Musclor. Je trouve que c'est, enfin, voilà, bon, moi quand j'étais gosse, j'avais le tigre en jouet, un tigre vert avec son armure. Putain, il était super impressionnant et tout. Et là, en fait, ils en font une espèce de petit chat avec une toute petite voix. Et puis, ils en font rien de tout le film, quoi. Alors, ouais, ils le ressortent comme ça à la fin. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que pour le coup, ben, ouais, ça faisait quand même partie des personnages qui étaient assez importants. Comme moi, j'espérais voir un peu plus, quoi. Et je trouve qu'il sert à rien du tout. En plus d'autres personnages qu'on voit que dans le générique de fin, qui sont là juste pour. Là, vraiment, on est dans la formule Marvel de merde, Ah où oui. ils vont te montrer ça comme ça. Enfin, bref. Voilà, donc Les Maîtres de l'Univers, écoutez, c'est un film, je pense qu'il mérite un petit coup d'œil, parce qu'il est plutôt sympathique, à défaut d'être génial ou quoi que ce soit. C'est ni, ni un chef-d'œuvre, ni une merde comme le film de 87, donc laissez-lui une chance, voilà. Vous passerez, je pense, un moment plutôt sympa. Et vous aurez droit à une super bande originale, ce qui ne gâche rien. Est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller? Ben écoute, en reco, vu que tu parlais de Film Nation, je vais en profiter pour évoquer on va dire, l'unique titre de gloire artistique de ce studio, qui était surtout réputé pour produire de l'animation au kilomètre dans les années 80. Souvent en plus d'ailleurs pour des marques de jouets et autres. Et donc je vais vous parler d'un film assez méconnu, mais qui a traumatisé celles et ceux qui ont eu la chance de le voir en vidéo chez TF1 Vidéo au début des années 90, bien que le film date de 1987. Et donc ça s'appelle Pinocchio et l'Empereur de la Nuit. Donc c'est une production Film Nation réalisée par le fameux Al Sutherland, donc ancien de chez Disney, puis qui après a fondé ce studio-là et qui a réalisé pas mal d'épisodes de Maître de l'Univers, et qui s'était dit un jour qu'il en avait peut-être un peu marre qu'on le prenne pour un marchand de tapis, enfin des pubs, plutôt pour quelqu'un qui fait des pubs pour jouer de 20 minutes pour les émissions de jeunesse, et qui s'est dit, ben, je vais faire une fausse suite au Pinocchio de Disney, ou plutôt au moins au conte, et qui en fait est un film lui aussi schizophrène, mais pas de la même manière, parce que c'est littéralement par moment un authentique film d'horreur. Donc je vous laisse imaginer les gosses dans les années 80 aux États-Unis. Apparemment, il y a eu énormément de gosses qui sortaient en pleurant du film et tout. Donc pour faire très simple, donc c'est une fausse suite au Pinocchio de Disney, principalement, quand bien même il y a des différences et tout, et qui en fait va suivre le parcours de Pinocchio et de ses amis face à une espèce de fête foraine fantastique, très inspirée d'ailleurs de La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury, le fameux roman que je vous recommande, et qui en fait donc c'est un film schizophrène, c'est-à-dire qu'il y a clairement le côté comment dire, le côté Film Nation, c'est-à-dire animation à bas prix, truc niais qui essaie de reproduire les formules de chez Disney et tout, et des séries à style Maître de l'Univers et tout. Mais à côté de ça, le film est régulièrement ponctué de délires horrifiques qui sont clairement pas à mettre devant des gosses. C'est-à-dire qu'il y a une scène donc où Pinocchio va redevenir un pantin de bois sous la pression, on va dire, du patron de la fête foraine qui travaille pour l'Empereur de la Nuit. Et comment dire ça? C'est littéralement une scène qui s'apparente, comment on pourrait dire ça poliment, à une agression sexuelle. Voilà. Et je précise, c'est un film qui était pensé pour les enfants. Il y a même une autre scène où ils vont justement dans la fameuse foire, et où en fait, là, littéralement, ça devient un gros délire psychédélique, façon Lost Highway avant l'heure. Donc, oui, oui, vous avez bien entendu. Et on dirait vraiment du David Lynch sous acide. Et en fait, le film est régulièrement ponctué de scènes comme ça. Alors, qu'est-ce qui a pris donc, c'est un vrai pétage de plomb que je recommanderais pas personnellement aux enfants.
bien que le film était destiné aux enfants. Je le recommanderais plus à des jeunes adultes, etc., qui veulent se faire justement qui veulent voir justement un truc un peu improbable. Et je le recommande d'autant plus parce que en fait, le film vient de Hal Sutherland, c'est-à-dire il disait qu'il en avait marre justement d'être assimilé à un vendeur de jouets ambulant. Et lui voulait montrer qu'il était capable en fait de produire une animation, euh, on va dire avec des ambitions artistiques. Voilà. Alors, c'est vrai qu'effectivement, moi, il y a deux petites choses que je terminerai dessus sur cette roco, qui est assez particulière, mais je tenais à la recommander pour une chose, c'est que ça a été, quand j'étais môme dans les années 90, mon premier contact avec le conte de Carlo Collodi. Et moi, c'est un film qui m'avait traumatisé. Je l'avais vu, j'avais 4-5 ans. Et ce qui fait que moi, quand j'ai vu la version de Walt Disney, je n'ai pas eu peur. Tu vois, les éléments de la fête des fous, j'ai absolument pas eu peur, alors que celui-là m'avait mis très mal à l'aise, m'avait mis une chocotte. Et en fait, paradoxalement, donc c'est pour ça aussi que je le recommanderais. D'ailleurs, je sais que c'est le youtubeur L'Ermite Moderne avait fait une vidéo dessus, donc je le salue s'il nous écoute. Et je le recommanderais parce que paradoxalement, rétrospectivement, je me dis que si le film avait été totalement réussi de A à Z, quelque part, il se rapprocherait de ce qui pouvait se faire dans les années 70 au niveau des pays d'Europe de l'Est, en Tchécoslovaquie. Puisqu'en Tchécoslovaquie, il y avait, on a tendance à l'oublier, au-delà de la caricature néfaste et assez xénophobe que font certains pseudo-cinéphiles du dimanche sur ce cinéma-là. Tu sais, le fameux votre film tchèque en noir et blanc de 3h30 bien chiant. En fait, ils ont eu toute une tradition de films et de téléfilms fantastiques, qui étaient des adaptations de contes de fées, mais plutôt sur un ton film d'horreur. Je pense notamment à ce qu'avait fait Juarez, donc le très très grand réalisateur de L'incinérateur de cadavres, qui a fait des adaptations de La Belle et la Bête et du 9e cœur, si je ne dis pas de bêtises, le titre exact, sur ce ton-là, donc qui a une approche assez similaire au fameux film de Jean-Maurice Giresse, Valérie au Pays des Merveilles. Et en fait, Pinocchio l'Enfant de la Nuit, on peut dire que c'est un peu l'enfant. En fait, s'il avait été totalement réussi, ça aurait été un film comme ça, en fait. Et dans les scènes d'horreur, il y a un côté un peu comme ça, qui fait un peu penser à ce qu'on pouvait voir dans les années 70, du côté justement du cinéma tchécoslovaque fantastique. Mais malheureusement par intermittence. Voilà. Par intermittence, c'est pas du tout un film mémorable, il y a des trucs, voilà. Mais pour ces quelques scènes horrifiques, je vous le recommande, mais à ne vraiment pas mettre entre toutes les mains. Mais si vous voulez voir une curiosité faite par un mec qui a pété un plomb parce qu'il en avait marre et qui voulait faire autre chose, voilà. Donc, Pinocchio et l'Empereur de la Nuit. Voilà. Et j'aurais pas cru recommander ce film-là un jour. Voilà. Mais c'est fait. Très bien. Alors pour ma part, je vais recommander un film espagnol qui s'appelle Le Cœur du Guerrier, a.k.a. El Corazón del Guerrero. C'est le premier film de Daniel Monzón. Donc Daniel Monzón, si vous ne le connaissez pas, vous en avez peut-être entendu, fin des années 2000, il avait fait un super film de prison qui s'appelait Cellule 211. Et qui depuis fait des films qui passent un peu inaperçus malheureusement, à part en Espagne où il marche bien. Dont par exemple il n'y a pas si longtemps un film qui s'est retrouvé sur Netflix, regardez-le, ça n'a rien à voir, mais il s'appelle Les Lois de la Frontière, c'est super. Bref, donc Le Cœur du Guerrier, c'était son premier film, un film de 99, et qui est un film qui quelque part ressemble un peu à une sorte d'histoire sans fin, mais en vachement plus sombre. Alors c'est l'histoire de jeunes, d'un groupe de jeunes qui sont adeptes de jeux de rôle et dont l'esprit se fait finalement contaminer en fait par leur univers de jeux de rôle, donc fait de mages, de guerriers, de monstres, de sorciers, etc. Et où en fait les aventures qu'ils vivent dans leur tête, donc dans un pays imaginaire, en réalité ça se passe à Madrid, mais alors une vision de Madrid qui est d'une noirceur mais assez incroyable, où il y a un, un politique qui est en train de prendre le pouvoir et qui est vraiment un peu ce qu'on a tendance à vivre aujourd'hui un peu dans toute l'Europe, sauf en Espagne. Donc quelqu'un de très dictatorial, quoi, avec des idées assez nauséabondes et tout. Et c'est un film qui est vraiment très étonnant parce que, alors, pour le coup, pas du tout pour un jeune public, hein, pas adapté du tout. C'est un film qui est très, très noir sur
que ce soit sur la jeunesse ou sur l'Espagne. Euh, c'est un film où il y a des visions d'Heroic Fantasy qui viennent directement d'illustrations de Frazetta, quoi, pour Conan et tout. Donc c'est un film qui est vraiment très particulier, qui est beaucoup trop méconnu, hein. En France, il était passé. Alors je sais pas si c'était Gérard Mer ou Avoriaz à l'époque, fin 90, je sais plus. Mais qui s'est retrouvé chez nous, les sorties, genre à l'époque en VHS, après il s'est retrouvé juste en DVD, il n'y a jamais eu vraiment de belle édition et tout. Mais en Espagne, il existe une belle édition Blu-ray pour qui est intéressé. Mais c'est vraiment une curiosité parce qu'après Daniel Monson, il a plus fait ça du tout, hein. Il était plutôt sur du thriller, quoi. Et là, il est vraiment sur un truc qui mêle, voilà, drame adolescent contemporain et de la pure heroic fantasy. Pourtant, il devait pas avoir un budget énorme, mais ça a vraiment de la gueule, quoi. Avec toutes les limites du budget, du coup, sur les effets spéciaux. Mais voilà, c'est vraiment une petite perle. Et puis, bon, bah, c'est quand même, à mes yeux, hein, c'est la naissance d'un des réalisateurs majeurs espagnols aujourd'hui, quoi. Voilà, donc si vous avez l'occasion, Le Cœur du guerrier, je vous le conseille chaudement. On arrive au bout, donc bah, merci Johan, hein, pour cette discussion sur ces maîtres de l'univers. Merci à toi, Nico. Merci à vous qui nous avez écoutés jusque-là. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter, à nous soutenir. Voilà, continuez surtout, hein, parce on est très content de faire ça. Et je vous dis à une prochaine fois.